Bonjour Philippe Couvreur, Bonjour. merci de nous recevoir à la rédaction du journal. La plupart de nos lecteurs vous connaissent en tant que rédacteur en chef du magazine Action et via vos éditos acerbes. Vous avez toutefois d'autres casquettes. Pouvez-vous vous présenter et nous faire part de votre parcours professionnel, mais aussi de votre parcours en tant qu'amateur d'armes? Alors en fait, les deux se rejoignent un petit peu. J'ai la chance de faire partie de ce petit nombre de gens qui ont la possibilité, ont eu cette chance dans le cadre de leur vie professionnelle d'exercer une activité qui est directement liée à leur passion personnelle. Il se trouve qu'effectivement, j'ai toujours été passionné par les armes. Je suis moi-même tireur. J'ai l'habitude de dire tireur de loisir plutôt que tireur sportif. Pour moi, essentiellement, le sport est une discipline et un loisir avant d'être avant d'être un sport. J'ai été chasseur, je ne le suis plus, mais je reste dans l'esprit chasseur, comme mes grands-parents, mes parents, etc. Je suis avant tout passionné d'histoire. C'est d'ailleurs à travers la passion que j'ai eue très jeune pour l'histoire que je suis arrivé aux armes. Puisqu'en fait, l'histoire de l'humanité, c'est celle des armes. Les deux sont intimement liés. J'ai donc eu cette possibilité, il y a maintenant presque une trentaine d'années, d'entrer par la petite porte dans une société d'édition spécialisée, le magazine Cible, pour ne pas le citer. D'abord en qualité de simple pigiste, et puis petit à petit, j'ai fait mes preuves et je suis devenu un professionnel de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la presse spécialisée sur les armes, dans laquelle j'exerce donc depuis bientôt 3 décennies. À côté de quoi, donc, je pourrais me décrire comme passionné d'armes anciennes et modernes d'ailleurs, mais avant tout passionné d'histoire, tireur, chasseur sportif, collectionneur, avec une prédilection pour le 19e siècle, qui est à mon sens période royale pour l'étude des armes et de l'histoire des armes. Et un petit peu aussi par la bande reconstituteur. Voilà, les deux passions de l'arme et de l'histoire se mêlent en voulant, je dirais, le stade ultime est celui de ce que les gens appellent un petit peu par dérision la living history. Voilà, on vit l'histoire, la reconstitution historique. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement également. Comme je le soulignais dans la première question, vos éditos sont souvent acerbes et notamment envers l'administration française. Pouvez-vous nous faire la présentation de cette administration que parfois vous fustigez, en tracer les contours, mais aussi nous faire l'analyse de son fonctionnement et de son action à l'heure actuelle envers la détention licite d'armes des citoyens? Alors en fait, le problème dans notre pays, à mon sens, va bien au-delà du simple statut réglementaire quand il s'agit des armes. C'est, si j'ose dire, et je pèse mes mots, pratiquement un problème sociétal. Euh, le problème majeur, il en est pour les armes comme dans d'autres secteurs d'activité, mais là en l'occurrence c'est des armes dont il est question, c'est que sous couvert de démocratie, notre société est en fait un système de gouvernement jacobin. Ça n'est pas un gros mot de le dire. Tous les spécialistes en politique en France vous disent que la France est un État jacobin, mais ça a une conséquence dans notre activité, c'est que c'est donc un État qui est centralisé, omnipotent et surtout autoritaire. Et donc, dans un État tel que celui-là, bah, seules les élites jouissent d'un certain nombre de privilèges, et non pas le commun des mortels. Voilà, le peuple a sa part, et uniquement les élites autoproclamées, souvent, élues certes, mais voilà, bénéficient de privilèges qui sont, je dirais, qui ont, en tout cas par certains aspects, toute l'apparence et les caractéristiques de la féodalité, de l'ancien régime. On a souvent l'habitude de dire un petit peu par plaisanterie que le président de la République française, en tout cas dans le cadre de la Ve République, c'est un monarque. Eh bien, c'est un monarque, il en a toutes les apparences. Et donc, il fait ce qu'il veut. Il fait à peu près ce qu'il veut. Il a sa garde présidentielle, il a ses privilèges, il y a tout le cérémoniel qui s'attache à sa personne. J'ajouterais qu'en ce qui concerne le dernier, en tout cas, une certaine attitude autoritariste, qui ne va pas s'en rappeler, l'État c'est moi, d'un certain Louis XIV. Et donc voilà, le problème il est là, c'est que dans ce système, encore une fois, ce système jacobin, l'interlocuteur du simple citoyen à son échelon, c'est le préfet. Le préfet, c'est qui? C'est simplement le représentant tout puissant dans le département qu'il administre de l'État. Et quelque part, encore une fois en ce qui concerne le droit des armes, il est là, il a toutes les prérogatives, en fait, vous savez, ce qu'on appelle le représentant en mission sur la Révolution française, qu'on envoyait dans une région, puis il avait tout pouvoir, j'allais dire presque de vie ou de mort sur quiconque.
Il faisait abondamment fonctionner la guillotine, d'ailleurs, à l'époque, sur représentant en mission. Aujourd'hui, le préfet, sous une forme un peu édulcorée, c'est le représentant en mission de l'État. C'est-à-dire qu'il fait absolument ce qu'il veut. Or, que veut l'État aujourd'hui? C'est désarmer les gens. Le préfet fait son rôle, c'est-à-dire qu'entre autres, il met en application la répugnance viscérale qu'a l'État concernant le droit d'accès aux armes, ni plus ni moins. Et c'est une méfiance en fait qui tient en deux choses très simples. Premièrement, la possession d'une arme doit rester l'exception, puisque c'est l'interdiction qui est la règle. Je vous rappelle qu'avant 2015, chaque citoyen français avait le droit d'acheter une arme. Depuis 2015, il faut être chasseur ou tireur. Donc on est tombé d'un pool potentiel de détenteurs d'armes en France de 60 millions à environ 1,5 million. Ça vous donne une idée de la chose. Point numéro 2, si vous avez une arme, si on vous accorde le droit insigne de posséder une arme, surtout, il est interdit de vous en servir. Pour faire des trous dans un carton au stand, c'est d'accord. Pour vous défendre, surtout pas. C'est interdit, c'est un privilège de l'État, cher monsieur, et à travers ses représentants, les policiers et les gendarmes. Vous n'avez pas le droit de faire usage d'une arme pour vous défendre. La police est là pour ça. Bon, évidemment, on pourra toujours objecter que dans notre système, puisqu'on est quand même en démocratie, il y a des contre-pouvoirs qui permettent d'éviter des dérives de cette nature-là. C'est vrai, mais je pourrais remarquer deux choses. L'une et l'autre, d'ailleurs, résultent du fait que le domaine des armes est un sujet sensible, qui, bien souvent, apporte des exceptions aux règles de droit commun. La première chose, c'est que la réglementation des armes constitue justement une exception. Par exemple, dès qu'il évoque l'ordre public, le préfet, dont j'évoquais l'omnipotence tout à l'heure, il peut faire absolument ce qu'il veut. Et il n'a pas à justifier sa décision. Vous demandez une autorisation même de détention d'armes, il vous dit non, il n'a pas à vous expliquer pourquoi. Ou plus exactement, si on le lui demande en disant « Monsieur, moi je ne suis pas d'accord, nous allons devant le tribunal administratif », on va vous répondre « Mais monsieur, c'est une question d'ordre public ». Allez au tribunal administratif avec ça. Surtout en ce moment, surtout dans les conditions actuelles que l'on connaît. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que la théorie, justement, est une chose, la pratique en est une autre. J'en veux pour preuve juste un exemple. C'est une mésaventure qui est arrivée à un ami tireur, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un ami qui est tireur sportif et qui habite dans un tout petit village. Il a la gentillesse de me recevoir chez lui à chaque fois qu'il y a un concours de tir auquel je participe, en Haute-Saône. Un petit village en Haute-Saône, c'est dans la colline, il y a 200 habitants. Il voit débouler chez lui, l'autre jour, une fourgonnette de gendarmerie, 3 gendarmes en descendent, FAMAS au point, gilet lourd, et rentre chez lui. « Monsieur, nous venons contrôler vos armes, ordre du préfet. » « Contrôler mes armes ?» « Oui. » Et il se fait expliquer, les gendarmes lui montrent l'ordre préfectoral. Le préfet avait juste décidé que toutes les personnes qui détenaient en Saône-et-Loire plus de 6 armes à leur domicile, toutes catégories confondues, devaient recevoir une visite domiciliaire pour vérifier, je cite, que toutes les armes étaient détenues dans des conditions de sécurité suffisantes et conformes à la loi. Alors, tout le monde va me dire, mais ça c'est complètement illégal, c'est du délire, c'est une mauvaise interprétation des textes, c'est juste un excès de zèle du préfet qui a mal interprété des circulaires qui lui ont été adressées, certes, mais alors, je vous mets en garde contre la chose suivante. Allez refuser l'accès aux gendarmes. Vous habitez dans un petit village. Déjà, je vous passe le côté stigmatisant de la fourgonnette de gendarmerie qui s'arrête devant chez vous avec les gendarmes qui rentrent chez vous l'arme au poing. Vous allez expliquer aux gendarmes, vous allez leur dire « Messieurs, votre démarche n'est pas conforme et constitue une violation flagrante des textes comme de mes libertés individuelles. Permettez que je porte l'affaire devant le tribunal administratif. » Je vous laisse imaginer la suite. Bon courage. Donc voilà, le fait est qu'on se trompe clairement de cible à l'heure actuelle. Et si je peux me permettre ce trait d'esprit, parce qu'en stigmatisant les possesseurs légaux d'armes et en faisant porter sur eux je ne sais quel risque imaginaire de sécurité publique et de déstabilisation de nos institutions, c'est carrément du n'importe quoi. Les contraintes pour accéder aux armes. Alors, c'est très simple, c'est une liste. Contraintes pour accéder aux armes, je parle pour les honnêtes gens, bien évidemment, n'ont jamais été aussi élevées. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il y a toujours des journalistes qui vont expliquer qu'en France, on peut acheter n'importe quelle arme quand on veut et où on veut. Deuxième point, sous prétexte de sécurité ou de lutte contre le terrorisme, c'est très à la mode en ce moment, les contrôles des tireurs, des clubs de tir, des collectionneurs, et même des adeptes de reconstitution historique. J'ai de nombreux cas récents dont je pourrais vous parler. Lesquels n'utilisent pourtant que des armes neutralisées, voire même des armes factices. Ils n'ont jamais subi autant de contrôles et de contrôles aussi tatillons, qui se terminent la plupart du temps au commissariat, à la gendarmerie ou dans le bureau des douanes. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire à nouveau.
on évoque une certaine porosité entre les milieux des tireurs ou des collectionneurs et le grand banditisme. C'est du n'importe quoi. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Troisième point, les projets réglementaires en cours au niveau européen. Personnellement, je pourrais juste les qualifier de délirants. Et on peut se contenter simplement de dire qu'ils sont totalement inefficaces. Ils l'ont toujours été, il n'y a pas de raison que ça change. Ils n'ont jamais été aussi pressants et aussi liberticides. Encore une fois, contrairement à ce que vous nous faire croire. On nous dit, non, non, mais toute la population est d'accord, c'est pour lutter contre le terrorisme. Tout ça pour quoi? D'un point de vue purement pratique, tous les moyens qui sont mis en œuvre, les centaines, pour ne pas dire les milliers de policiers, de gendarmes, etc., qui sont là uniquement pour l'instant pour contrôler des gens déjà fichés, des armes déjà enregistrées, ou mettre en place des lois qui ne servent à rien parce qu'elles ne sont respectées que par les honnêtes gens. C'est autant de moyens qui ne sont pas mis sur le terrain pour faire les vraies choses, qui ne seront pas disponibles pour combattre les vrais problèmes. C'est là qu'est vraiment le nœud de la question. Bon, de toute façon, c'est absolument sans importance. Tout ce que je dis là, tous ces policiers, ces gendarmes qui contrôlent les honnêtes gens, oui, mais ils ne courent pas après les terroristes. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que de toute façon, la seule chose qui compte, c'est satisfaire à la politique du chiffre. Plus on contrôlera de gens, plus on aura fait notre travail, monsieur. On ne peut pas nous accuser avec cette zèle. On fait ce qu'on nous demande. Et les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou supranationaux, ils pourront afficher des statistiques en disant cette année, monsieur, on a contrôlé tant de milliers de gens. Puis alors, comment dire, on a saisi 2 fois plus d'armes que l'année dernière. Ah oui, l'année dernière, on en a saisi 20, cette année 40. La plupart du temps, chez des honnêtes gens, voilà, un vieux monsieur qui, dans sa collection d'armes, avait une arme qui était effectivement peut-être un petit peu litigieuse. Voilà le genre de statistiques qu'on va nous servir, et voilà à quoi servent les milliers de policiers et de gendarmes qui, à l'heure actuelle, sont sur le pied de guerre uniquement pour contrôler les honnêtes gens. Dès que le sujet des armes est évoqué chez les détenteurs légaux, il est donc rapidement associé à cette menace administrative. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Notre hymne national est un appel aux armes. Aux armes, citoyens. Quelle est en France l'histoire du droit et de l'accès aux armes? Alors, pour faire très simple, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a toute la période de ce qu'il est convenu d'appeler l'Ancien Régime. Donc, jusqu'à la Révolution française, le droit aux armes est un accès qui est strictement réservé à la noblesse, à une certaine caste de la population qui jouit de privilèges, entre autres de posséder des armes. Les nobles vont à la cour à Versailles, ils portent une épée, c'est à ça qu'on voit qu'on est noble. Bon, avec quelques dérives vers la fin, on pouvait louer une épée pour se faire passer pour un noble, mais ça c'est un autre problème. Mais surtout, en pratique, le paysan, qui quand même constitue à l'époque 95% de la population française, il n'a pas le droit d'avoir des armes. Je sais pas qui... Outre le fait qu'il n'aurait certainement pas les moyens de s'acheter un fusil, de toute façon c'est interdit. C'est interdit. Un cas qui me vient en mémoire comme ça, c'est la fameuse histoire de la bête du Gévaudan. Tout le monde entend parler de cette histoire. C'est un animal qui dévorait des gens, qui a sévi pendant 4 ans, simplement parce que les paysans n'avaient pas d'armes à feu pour se défendre. Et les enfants se faisaient dévorer tous les jours. À la fin, le roi a consenti à envoyer des soldats et des chasseurs pour tuer la bête. Et pendant 4 ans, elle a dévoré les gens qui étaient dans l'incapacité matérielle, pratique de se défendre. Vous n'allez pas vous défendre contre un animal qui dévore les gens, qui attaque un loup géant, qui attaque les gens et qui les dévore avec un couteau, avec un bâton, c'est évident. Donc voilà, ça c'est le statut jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Arrive la Révolution française, où désormais c'est la fin des privilèges et tout le monde a le droit d'avoir une arme. Et puis peu ou prou, bon après il y a effectivement ça bouge un petit peu entre les deux, mais je dirais que globalement à travers les 4 républiques, jusqu'au début, juste avant la Seconde Guerre mondiale, les armes font partie du paysage normal et quotidien de tous les Français. N'oublions pas encore une fois qu'à l'époque, l'essentiel de la population française est rurale. Donc, chaque paysan à la campagne, il a son fusil de chasse accroché au-dessus de la cheminée. Voire à partir de la Première Guerre mondiale, il y a tous les souvenirs ramenés des tranchées, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ça fait partie de l'inconscient collectif. Le tir, à l'époque, est un sport national, qui est même recommandé, hein, toujours avec cet esprit de revanche par rapport à l'Allemagne. Donc, les petits-enfants, dès l'école primaire, on leur apprend à tirer avec des petits fusils de guerre, des répliques miniatures de fusils de guerre. Le tir est un sport normal, je dirais même qui procède d'un certain niveau social. Voilà. L'homme arrivé à l'époque, voilà, jusqu'au 1939, non seulement l'arme à feu est quelque chose de tout à fait normal, mais il fait partie d'un certain signe de réussite sociale. Voilà.
monsieur dans son salon, il a une panoplie d'armes. C'est quelqu'un qui est arrivé dans la vie. Et ça ne choque personne. J'ajoute, et ça c'est le détail qui peut-être vous touchera plus directement, c'est que le port d'armes est tout à fait licite. Il connaît des restrictions à certaines périodes sous le Second Empire, etc., pour des raisons moins de sécurité publique que de sécurité du prince. Mais globalement, le port d'armes, jusqu'en 1939, chaque citoyen, il était tout à fait normal. N'oubliez pas qu'à l'époque, sur les fortifs, quand on sortait de Paris, on risquait d'être confronté, comment dirais-je, aux fameux Apaches, où que les routes françaises n'étaient peu sûres. Hein. Pas plus qu'aujourd'hui, on pouvait mettre un gendarme derrière chaque voyageur dans une diligence, donc les gens avaient une paire de pistolets tout à fait normaux. Il y avait des pistolets de voyage à l'époque. On se promenait armé, ça ne posait aucun problème particulier. Arrive le fameux décret de 1939, ce fameux décret liberticide, qui, pour des raisons alors liées à la guerre qui approche, on se dit voilà, on a peur d'une troisième colonne, on se dit on veut éviter les troubles à l'ordre public, etc. Donc on saisit toutes les armes. Les armes sont extrêmement réglementées, excite le port d'armes, et même tout le reste connaît d'importantes restrictions. Là-dessus, Seconde Guerre mondiale, occupation par les forces allemandes pendant 4 ans, où là, le simple fait de posséder une arme était juste puni de mort, même fût-ce un simple pistolet 22 ou fusil de chasse. Et puis on en est resté là. C'est-à-dire que à partir de là, sont venus ce texte, ce décret-loi de 39, pris dans l'urgence et pour des conditions extrêmement ponctuelles et particulières, est resté le socle de notre réglementation française sur les armes. Sont venus au fil des décennies s'y surajouter des couches successives, si j'ose dire, de réglementation, qui venaient surtout compliquer la réglementation dans son ensemble, mais qui n'en changeait pas la base. Le dernier, comment dirais-je, point majeur intervenu, c'est donc 1995, qui est encore une date liberticide. Je dirais, les deux dates à retenir, c'est 39 et 95. Jusqu'en 95, vous avez le droit de détenir une arme, sauf une arme de poing. Il y avait quand même toujours les fameuses 8 catégories d'armes, 8 avec les armes anciennes, qui étaient soumises à des régimes différents, mais globalement, n'importe quel Français pouvait s'acheter, dans des conditions à peu près simples et normales, une arme. À partir de 95, vous dites, ah non, monsieur, attendez. Si vous voulez désormais être possesseur d'une arme, je dis simplement possesseur, c'est-à-dire la garder chez vous, et dans des conditions précises de sécurité, et faire l'aller-retour au stand de tir pour l'utiliser. Il vous faut justifier d'une bonne raison pour ça. Si vous voulez une arme, il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous voulez vous en servir. Donc vous devez obligatoirement être ou chasseur, ou tireur. C'est-à-dire bénéficier et nous montrer un permis de chasser valide de cette année, ou une licence de tir valide de cette année. Ce qui sous-entend également que si vous arrêtez de chasser ou vous arrêtez de tirer, vous devez rendre vos armes. Les rendre, les neutraliser, ou les détruire, dit la réglementation. Voilà, et nous sommes aujourd'hui encore dans cet état de fait, dans cette situation, héritée encore une fois, principalement du décret de 39, la situation actuelle, avec une superposition plus ou moins complexe et floue de différents textes qui sont venus compliquer la situation, au point que même les experts aujourd'hui, souvent face à certaines situations, se posent la question et se plongent dans la documentation pour pouvoir y répondre. Peut-on dire que nous subissons aujourd'hui une conjoncture malheureuse de 3 phénomènes qui alimentent un cercle vicieux? Le premier phénomène dont on vient de parler, à savoir le durcissement de l'accès illicite aux armes. Un deuxième phénomène, l'affaiblissement de la culture des armes par l'éloignement grandissant du citoyen d'avec cet outil. Alors l'accès est bien sûr plus difficile, mais aussi on habite plus souvent en ville, il n'y a plus de service militaire. Et enfin, un troisième phénomène, la diabolisation par les médias qui n'informent plus à ce sujet, mais il faut le dire, désinforment totalement les citoyens. Écoutez, ça me paraît un excellent résumé de la situation. En ce qui concerne la diabolisation des armes par les médias, je trouve par contre qu'on devrait plutôt parler de la diabolisation de leurs détenteurs. L'arme étant par essence un objet inanimé, mais là vraiment c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce que s'il est vrai que les armes aujourd'hui pâtissent au niveau de l'opinion publique d'un délit de sale gueule, il faut surtout considérer que ce sont leurs possesseurs légaux. Quand je parle de détenteurs d'armes, je parle toujours des gens qui observent la loi, bien évidemment. Qui subissent un traitement médiatique qui, je dois dire, est plus proche du délit d'intention systématique. Vous avez une arme, vous êtes un individu louche, vraisemblablement un pervers sexuel, et de toute façon un dangereux activiste d'extrême droite. Les trois vont ensemble. Bon, les raisons sont multiples, vous les avez évoquées. On est passé en moins d'un siècle,
d'un État où les armes étaient omniprésentes et bien considérées, ce que je disais tout à l'heure, France majoritairement rurale, service militaire, tir, sport national, à une situation où elles sont stigmatisées au même titre que leurs détenteurs. Plus récemment, on est même passé d'un parti pris, j'ai connu cette période, les armes c'est dangereux, à un concept moral quasi métaphysique, les armes c'est mal. Le pire, c'est justement que pour accréditer cette thèse, les médias se gardent toujours de rapporter les faits, mais se contentent généralement, et j'en ai eu plusieurs fois l'expérience en diverses occasions, de projeter leurs propres fantasmes. Souvent par incompétence professionnelle. Ce dont on ne peut pas les blâmer, c'est que l'actualité va tellement vite aujourd'hui qu'on on veut avoir des journalistes qui soient spécialistes en tout instantanément. Donc le résultat, c'est qu'ils nous abreuvent d'innombrables bobards. Je vous passe les 30 000 morts par an aux États-Unis, les armes en vente libre, les fusils de 12 mm ou les carabines de 22 mm, sans parler des armes lourdes. Je rappelle qu'une arme lourde, c'est un canon ou un tank. Donc évoquer un terroriste qui a une Kalachnikov, qu'il est doté d'armes lourdes, c'est juste une énorme bourde technique. Et sans évoquer également la moindre saisie d'armes qui fait instantanément la manchette des journaux régionaux. Un arsenal CJ, c'est Monsieur X. Quand on voit la photo, n'importe quel expert s'apercevra rapidement qu'il y a 2 fusils de chasse, 3 carabines 22 long rifle, voire même des armes neutralisées quand ce ne sont pas des airsoft, dans l'immense majorité des cas. Donc, journalistes incompétents techniquement, qui projettent leurs fantasmes, et tout ça pourquoi ? Pour faire de l'audience. Comme chacun sait, des trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. C'est quand le train déraille que c'est intéressant pour le journaliste. Vous évoquez 3 problèmes. Moi, je pourrais les lister, les exprimer d'une façon un tout petit peu différente, si vous le permettez. Le premier point, c'est que l'État jacobin auquel je faisais allusion tout à l'heure, je dirais associé à une bien-pensance, politiquement correct, très, très omniprésent aujourd'hui, revient des principes élitistes de l'Ancien Régime. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on nie d'une certaine façon, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, un certain nombre de droits hérités de la Révolution française. Droit à la sécurité, droit à la résistance à l'oppression, parce que pour résister à l'oppression, il faut en avoir les moyens. On pourrait parler du 2e amendement aux États-Unis, mais c'est encore un autre sujet. Et puis quelque part aussi le droit de propriété. Dans quelle mesure pouvez-vous estimer que vous êtes propriétaire d'une arme, qu'un fonctionnaire sur un simple trait de plume et sur son jugement personnel peut vous confisquer sans contrepartie, sans compensation financière, et vraisemblablement de façon définitive ? Vous n'êtes pas propriétaire de votre arme. Donc moi j'estime que c'est une atteinte au droit de propriété. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les privilèges de la noblesse, en fait, la différence, c'est qu'ils étaient affirmés de façon ouverte et noble, voilà. Bénéficier de privilèges, mais c'était du droit divin, c'était comme ça avait toujours été comme ça, et on n'en parlait pas. Ça se traduisait physiquement, par un certain nombre de symboles. Le noble avait, dans son château, un pigeonnier, il avait le droit de chasse sur ses terres, et lui seul, et il avait le droit de porter des armes, lui et lui seul. Vous noterez entre parenthèses qu'aujourd'hui, les seules personnes qui disposent d'un port d'armes, ce sont les gardiens du prince, de ses ministres, et d'une petite liste sélectionnée de 100 et 200 personnes d'amis de la France, de VIP, on peut appeler ça comme on veut, dont la liste est décidée par le ministre de l'Intérieur et qui est évidemment jalousement gardée pour des raisons de sécurité. En fait, la situation donc aujourd'hui est un peu plus subtile. Moi, je me contenterais de l'exprimer d'une autre façon, disant qu'elle est surtout plus opaque et plus hypocrite que sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes privilèges, mais ils sont niés. Non, c'est pas du tout comme ça, monsieur, nous sommes en République, c'est la démocratie, ça n'a rien à voir. Alors que bon, plus la menace est importante, et plus on assiste à des inégalités de traitement flagrantes. Qui sont évidemment inavouées. Voilà. Donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, et peut-être pourrait-on simplement se contenter de retenir cette seule notion, c'est que par un curieux paradoxe aujourd'hui, on désarme justement le citoyen au motif de mieux le protéger. Monsieur, nous savons ce qui est bon pour vous, nous allons vous prendre votre arme, mais c'est pour votre bien. C'est pour éviter que vous nous en serviez contre vous, contre autrui, de façon, comment dirais-je, illégale. Alors que dans le même temps, l'État qui est censé assurer la sécurité, l'ordre public et la protection des citoyens, il s'avère de moins en moins dans la capacité d'assurer sa parfaite sécurité. C'est-à-dire que
moins le citoyen est en sécurité, et plus, avec le but avoué d'améliorer sa sécurité, on lui retire les derniers moyens qui lui restaient pour ça. Ça, c'est quand même intéressant comme concept. Et surtout, alors, là, je vais rentrer dans des choses qui fâchent, c'est que pour l'État, statistiquement, le terrorisme est un non-événement. Je pèse mes mots et je répète, pour l'État actuellement, le terrorisme, c'est un non-événement. On parle de quoi? Quelques centaines, c'est terrible pour les familles des victimes, mais quelques centaines de personnes en 3 ans, 4 ans, par rapport aux 4 ou 5 000 morts sur la route tous les ans, c'est rien du tout. Ça vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. En tout cas, officiellement, on fait semblant, on fait des grands effets de manche. Mais dans le fond, ça n'a aucune espèce d'importance. Évidemment, on ne l'avouera jamais publiquement, hein, pour des raisons morales, ça paraît assez clair. Mais c'est juste un calcul politique. Et ce que je vais dire n'engage que moi. On craint beaucoup plus à l'heure actuelle une réaction populaire à des actes terroristes que les actes terroristes en eux-mêmes. Parce que les actes terroristes, certes, c'est dramatique, mais ça n'est rien du tout comparé à une réaction populaire au niveau national. Hein, en termes de stabilité du pouvoir, il vaut mieux avoir un bon petit attentat de temps en temps que la majorité des Français qui sortent dans la rue avec des armes. Ça paraît évident. C'est juste un calcul politique. Alors, le résultat, c'est que pour faire face à une menace terroriste islamique bien réelle, on continue à évoquer, à entretenir sans relâche une espèce d'hypothétique lubie de danger d'extrême droite. Voilà, l'extrême droite est à nos portes, les chemises brunes, c'est terrible, la France est au bord de basculer dans, comment dirais-je, dans le fascisme. Et surtout, ça donne un prétexte pour contrôler les Français. Toujours les mêmes, hein, ceux qui ont des armes, qui sont supposés être dangereux, parce qu'ils se rendent compte, ils ont des armes. C'est quand même pas... Il y a quelque chose derrière ça. Donc, c'est le syllogisme tout simple, armes, extrême droite, risque pour la démocratie. Ça tient en 3 mots. C'est ce que le criminologue Xavier Hofer, qui est un de mes correspondants, a baptisé le syndrome de Byzance. Le syndrome de Byzance, ça tient au fait que, historiquement, alors que la ville de Byzance, l'Empire byzantin, qui est limité à la seule ville d'aujourd'hui, Istanbul, Constantinople, est tombé aux mains des Turcs, eh bien, l'empereur de la ville, pendant ce temps-là, pour éviter d'avoir à réfléchir sur les armées turques qui étaient à ses portes, il avait convoqué un concile avec tous les grands dignitaires de l'église byzantine pour décider du sexe des anges. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que les Turcs rentrent dans la ville, lui, il avait d'autres préoccupations beaucoup plus élevées. Voilà, c'est exactement la situation que l'on vit à l'heure actuelle dans un autre registre. Cette situation n'est pas propre qu'à la France. Nous pouvons par exemple penser à l'Angleterre et les pays de l'Europe de l'Ouest, d'une manière générale. Toutefois, de par le monde, la culture des armes et leur accès ne sont pas partout frappés d'opprobre. On pense aux États-Unis, bien sûr, ou encore à l'État d'Israël, mais aussi en Europe même, notamment à l'Est. Oui, absolument. Avant tout, vous savez, moi, en tant que particulier, je suis passionné d'armes et d'histoire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais en ma qualité de journaliste technique spécialisé, je suis avant tout justement un technicien. Et à ce titre-là, j'aime bien qualifier précisément les choses. S'agissant du droit, il y a plusieurs appellations qualifiantes pour désigner une personne à laquelle on reconnaît tel ou tel droit. En droit anglo-saxon, par exemple, vous évoquez les États-Unis, on dit law-abiding citizen. Ça veut dire une personne qui obéit, qui respecte la loi. Un citoyen, pardon, citizen, citoyen. C'est un citoyen qui est respectueux de la loi. Ça, c'est la terminologie anglo-saxonne. Personnellement, et aussi parce que je suis français, j'avoue que j'ai une préférence, je vais dire une tendresse particulière pour le droit romain, qui en France régit nos institutions. On dit bonus pater familias, le bon père de famille. Quand vous faites une demande d'autorisation d'acquisition de détention d'armes en catégorie B, une des premières mesures qui va être faite, c'est ce qu'on appelle une enquête de voisinage. C'est l'OPJ du commissariat ou le maréchal des logis-chefs, si vous habitez à la campagne, la gendarmerie, qui va faire un tour comme ça, vos voisins, monsieur Couvreur, il est comment là? Depuis combien il habite là? Puis comment il soit? Voilà. Et le résultat, c'est qu'on va définir que vous êtes un bonus pater familias, un bon père de famille. D'ailleurs, même dans les baux, quand vous louez un appartement, on vous demande d'habiter l'appartement en bon père de famille. On trouve le terme jusque dans certains documents administratifs ou légaux. Bon. Dans d'autres cercles, on parle d'homme libre et de bonnes mœurs. Ça, c'est encore autre chose, mais je trouve que c'est également une bonne définition. J'éviterai les États-Unis parce que c'est une arme à double tranchant. Je préfère en rester à l'Europe.
Eh ben, il se trouve que dans le concert des démocraties, aujourd'hui, il y a des pays en Europe, heureusement, je devrais dire, qui ont commencé à s'élever contre cette tentative générale de désarmer la population, de désarmer les citoyens. La République tchèque, ça va jusqu'au point qui bénéficie évidemment, toujours tous ces pays-là ont en commun qu'ils bénéficient d'une industrie d'armement importante, d'armes de tir et de chasse. Donc ils ont le soutien, ça représente potentiellement des centaines de milliers d'emplois et d'électeurs. Ça peut avoir du poids. Mais en Tchéquie, c'est très simple. Le Premier ministre, qui est lui-même tireur et amateur d'armes, a dit, moi c'est très simple, face au terrorisme, potentiellement j'autorise toute la population à avoir le droit de bénéficier d'un port d'armes sous certaines conditions. La Finlande, qui a également une tradition armurière. Quand je dis armurière, pour la fabrication et pour le port. Les Finlandais sont des gens qui habitent à la campagne, la vie est dure, ils ont toujours l'habitude d'avoir des armes sous la main. Et plus récemment, la Suisse. Oui, la Suisse. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, si elle ne fait pas partie de la CE, la Suisse subit bon nombre de réglementations. Elle est assujettie à pas mal de règlements européens. Et donc, sous couvert de l'Europe, le gouvernement de Berne avait décidé de restreindre le droit aux armes. Ça a immédiatement provoqué une levée de boucliers majeure. Bon nombre d'associations sont montées au créneau, ont fait valoir leurs droits, ont mis dans la boucle tous les intervenants professionnels du marché. À nouveau, c'est un certain poids économique. Des personnalités politiques qui se sont mouillées, et je veux dire qu'ils ont réussi à faire reculer l'Europe. Entre parenthèses, vous noterez que tous les pays que je viens de citer, Suisse, Finlande, République tchèque, ne sont pas des pays qui se sont particulièrement connaître pour leur criminalité galopante, ni pour leur tendance à être, comment dirais-je, amateurs de chemise brune. Comme par hasard. Bien au contraire, c'est même plutôt l'exemple du contraire. Pour la Tchéquie, c'est presque un exemple, comment dirais-je, d'ex-pays du bloc soviétique qui est devenu un pays excessivement démocratique. La Suisse, j'en parle même pas. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, notre pays est confronté au terrorisme, et plus encore à une insécurité devenue très prégnante. Tous les jours, des armes à feu illégales sont utilisées pour commettre des crimes. Et nous constatons, d'une part, la carence de l'État à répondre à ces phénomènes de trafic et de violence. Nous pouvons penser aux événements à Saint-Martin, suite au passage de l'ouragan Irma, par exemple. Mais aussi, nous voyons bien que l'État fait un effort d'adaptation en matière de sécurité, avec l'autorisation du port d'armes pour les forces de l'ordre en dehors de leur service et les dotations matérielles renforcées. Alors, carence ou adaptation? Eh bien, je dirais, pour paraphraser notre Premier ministre, quand il évoquait récemment la réduction de la limitation de la vitesse, je prends le risque de l'impopularité. Je veux dire par là, en ce qui concerne les armes, le risque d'être taxé de populisme et voire de fascisme. Voilà. De toute façon, c'est très simple aujourd'hui. Dès qu'on a tendance à énoncer une vérité qui fâche, on est forcément fasciste, puisqu'on n'est pas de l'avis des autres, donc on est forcément un fasciste. Il faut quand même constater, au-delà de cette précaution oratoire, c'est que la sécurité est la préoccupation numéro 1 des Français. Toutes les statistiques le montrent, même si on essaie un petit peu de les masquer, loin devant le chômage, loin devant le pouvoir d'achat ou l'économie du pays, la préoccupation numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est la sécurité. Et quand je dis sécurité, il ne s'agit pas uniquement de la menace terroriste, je parle aussi de la sécurité au quotidien. Alors, oui, pour répondre à votre question, on peut parler d'un effort aujourd'hui, mais je dirais que c'est plutôt un effort à faire. Parce que, même si un effort, effectivement, vous en citiez un certain nombre de caractéristiques existent sur le point de la sécurité, dans le cas des événements récents, les résultats restent mitigés. Carence de l'État, faille du système, manque de résilience, manque d'entraînement, maillage insuffisant. Monsieur, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme à chaque Français. Et surtout, doctrine de réponse inappropriée en cas de risque majeur d'attentat terroriste. On a vu ce que ça a donné malheureusement dans un cas dramatique comme celui du Bataclan. Jusqu'à présent, jusqu'à une période très récente, ça a changé depuis. Mais la consigne stricte, c'était on gèle la situation et on attend l'arrivée de la cavalerie lourde, RAID ou GIGN. Le problème, c'est que chaque minute qui passe, ça fait quelques dizaines ou quelques centaines de morts en plus. Donc il a fallu changer un petit peu de registre, changer de programme sur ce genre de risque-là. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, des efforts ont été faits, mais il en reste encore tellement à faire. Rémi Noël, un chef d'escadron,
a produit un mémoire dans le cadre de sa formation à l'école de guerre intitulé « Le concept de nation en armes face à nos enjeux de sécurité ». Il le définit ainsi. Le concept moderne de nation en armes consiste à transformer la victime en primo-intervenant, acteur à part entière d'un dispositif global de production de sécurité. N'est-ce pas là l'avenir? Très exactement, parce que c'est justement dans le cadre précis de ce que je viens d'évoquer au préalable, compte tenu à la fois des besoins, j'allais dire des nécessités imposées par la situation actuelle, et de la carence relative de l'État, hein, aussi bien au niveau des moyens mis en œuvre que de une réelle volonté d'agir, que doit s'imposer au moins de prendre en considération le potentiel disponible au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui une réserve citoyenne. Cette réserve, on peut la définir comme on veut, mais incontestablement, elle bénéficie d'un certain avantage, j'allais dire, qui sont presque hérités de notre histoire. On a eu pendant longtemps une garde nationale en France. Aussi, il faut considérer les avantages des dispositions particulières. Si on parle d'officiers de réserve, voire même de tireurs sélectionnés, on a quand même des gens qui ont une très forte résilience, j'ose dire supérieure aux gendarmes ou aux policiers moyens. Et le tout, et ça c'est très important pour faire face aussi comment dirais-je, aux critiques qui pourraient être faites, dans le respect de nos institutions. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, là, le concept, à mon avis, c'est ce qui aura le plus de mal à changer au niveau du changement de registre. C'est qu'on considère, je l'ai déjà évoqué en plusieurs occasions, que l'État seul, à travers ses représentants, a le monopole de la sécurité et de la force. Monsieur, vous avez une arme, bon, vous avez le droit d'avoir une arme, mais vous n'avez pas le droit de vous en servir. C'est la police, c'est le policier ou le gendarme qui est là. Surtout vous, ne faut pas vous en servir. J'allais dire que même le policier et le gendarme, c'est presque limite déjà. Mais ce concept que, monsieur, c'est l'État. L'État a un monopole de la force publique. Ça vient d'où? Mais ça ne repose absolument sur aucun corpus juridique. J'ai posé la question à des avocats, à des avocats spécialisés, à des juristes. Est-ce qu'il y a des textes de loi, un corpus juridique, des articles de la Constitution qui permettent d'asseoir ce... Mais absolument pas. Ça reste purement doctrinaire et donc politique. L'État s'arroge le droit, monsieur, de vous défendre. Point final. Bon, la population, évidemment, en tout cas celle qui est concernée par ce que j'appellerais cahier des charges, d'éventuels ports d'armes citoyens, non seulement elle est mûre socialement et psychologiquement, à mon sens, mais elle est aussi et surtout sur le plan pratique. Personne, encore une fois, ne contestera la résilience d'un officier de réserve, voire, encore une fois, même d'un tireur sportif. Tout ça simplement pour une raison très simple, c'est que lui, contrairement à beaucoup de policiers et de gendarmes, et encore une fois, je mouille la chemise, mais je pèse mes mots, un tireur sportif, il a la culture de l'arme. Il n'en a pas peur, il sait s'en servir, il la manipule depuis des années, il tire avec. Vous allez me dire, oui, un policier et un gendarme aussi. Si vous saviez le nombre de policiers et de gendarmes... J'ai rencontré des officiers de police judiciaire qui... J'ose espérer que ça a changé, mais qui, il y a encore quelques années, avant les vagues de terroristes qu'on a connues, ne portaient pas une arme parce qu'ils en avaient peur. Ils disaient, ah non, je ne prends pas mon arme de peur de m'en servir, et de toute façon, c'est à peine si je sais comment ça fonctionne. De ce point de vue-là, je suis désolé, un tireur sportif, il a une bien meilleure résilience et une bien meilleure culture de l'arme. Donc sur le plan purement pratique, c'est une recrue intéressante. Pourquoi s'en passer? Alors, pour la petite histoire, ça c'est une information confidentielle qui m'a été donnée il y a peu de temps. En gendarmerie nationale, l'année dernière, statistique 2017, c'est une statistique officieuse mais que je tiens pour juste, il y a eu 417 cas de décharge accidentelle d'armes à feu. Vous avez bien entendu, 417 fois l'année dernière, des gendarmes ont fait feu par accident. Heureusement, ça ne s'est traduit par aucun mort et aucun blessé. Mais quand même, ça pose juste un petit problème. Certainement pas, alors je ne dispose pas des statistiques dans les stands de tir, mais à mon avis, elles sont bien inférieures, si tant est qu'il y en ait tout court. Voilà, ça pose juste ce problème-là. Disposer sur la voie publique de civils armés, ça ne veut pas dire pour autant que les rues de Paris vont devenir un no man's land ou un stand de tir. Qu'est-ce que c'est que ce délire qu'on nous sert à chaque fois? Le principal reproche, vous n'y pensez pas, des civils, des gens armés dans la rue, mais ça va dégénérer. Pourquoi voulez-vous que ça dégénère?
Il y a des tas de pays où c'est mis en place. On évoquait les États-Unis tout à l'heure, ou Israël. Il y a des fusillades dans la rue tous les jours. Ah oui, il y a des fusillades. Quand justement des gens qui sont armés répondent à des attaques terroristes ou à des attaques de banques. Et ça fonctionne. Pourquoi voulez-vous que ça ne fonctionne pas en France? Le français est un minus abins par rapport à l'américain ou par rapport à l'israélien? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Sur le plan purement statistique, j'ajouterais également qu'il y a des millions d'armes détenues en France. Déjà. Ils sont où les morts? On ne cesse de nous rabâcher que non, les armes, on le sait très bien, monsieur, voyons, on a les statistiques, plus il y a d'armes, plus il y a d'accidents, plus il y a de morts. Ah bon? Il y a 8 millions d'armes déclarées en France, dans les préfectures. Il y en a certainement au moins 3 fois plus, qui ne sont pas déclarées, qui sont l'héritage principalement de la Première et Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les souvenirs de famille, qui ont été ramenés du front. Entre 15 et 20 millions d'armes en France. Sont où les morts? Donc si on transpose et qu'on dit un petit nombre de gens, on ne parle pas de ces 15 ou 20 millions d'armes, quelques milliers ou dizaines de milliers d'armes qui seraient portées par des Français volontaires, sélectionnés et compétents. En quoi ça pose un problème? Je me permets d'ajouter, ça c'est pour le ministère des Finances, que ce serait, pardon, que la mise en place de personnes ayant ce profil ne serait ni compliquée, ni surtout ne coûterait rien à l'État français. Notre association, l'ARPAC, milite pour le port d'armes citoyen, c'est-à-dire un port d'armes au nom d'une défense autonome et individuelle de l'homme. Comment avez-vous été amené à vous rapprocher de l'ARPAC et publier sur ce sujet? Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que c'est vous qui m'avez sollicité, que l'ARPAC a pris contact avec moi, qui avait remarqué mes éditoriaux, qui lui semblait approprié de pouvoir utiliser, de mettre en exergue ou de publier dans son forum, ce à quoi j'ai donné bien évidemment suite sans aucun problème. Et puis de fil en aiguille, m'est venue l'idée de rencontrer les responsables, parce que ça me titillait un petit peu. Et puis je dois dire que voilà, j'avais la curiosité intellectuelle de rencontrer des gens qui pouvaient être à l'origine d'un projet tel que celui-là, auquel j'adhère, j'ose le dire. Mais vous savez, ça paraît toujours bizarre quand vous avez une idée qui vous semble à vous par farfelue et vous vous apercevez qu'elle est partagée par d'autres. Et donc, j'ai été amené à rencontrer les responsables de votre association, ce qui m'a, entre parenthèses, et en plus parfaitement rassuré, tant par rapport à leurs intentions qu'à leur profil. Je ne suis pas tombé sur des Hells Angels, des gros barbus tatoués, qui avaient des trucs, des armes tatouées sur les bras. Non, je suis tombé sur des Français tout à fait normaux, des gens tout à fait raisonnables, ce qui n'empêche, ça n'enlève rien à leur pugnacité, mais en tout cas, des gens qui étaient parfaitement respectueux de la loi et parfaitement raisonnables, et qui me paraissaient avoir des idées tout à fait, des idées concrètes, et qui se tenaient tout à fait. Donc il m'a semblé intéressant, j'allais dire presque naturel, de soutenir leur mouvement en publiant régulièrement des articles sur le sujet et sur leur association. Philippe Couvreur, êtes-vous, à titre personnel, pour le port d'armes citoyen, et pourquoi? Bon, alors en fait, je me suis déjà un petit peu découvert, j'ai répondu à la question, mais j'aimerais d'abord vous répondre par une boutade. Il se trouve que une personne que tout le monde connaît, le célèbre acteur John Wayne, bon, on en pense ce qu'on veut du personnage, mais il avait l'habitude d'une boutade lui-même, c'est-à-dire que quand des amis ou des personnes autour de lui posaient la question, disant « Est-ce que vous connaissez un endroit où je serai en sécurité ?» il répondait tout simplement, il avait l'habitude de répondre en riant, il dit « Vous voulez un endroit où vous serez en sécurité ?» C'est très simple. Apprenez à vous servir d'une arme et portez-la sur vous. Tous les endroits où vous serez seront sécurisés. Au-delà, effectivement, de l'aspect un petit peu drôlatique, c'est quelque chose qui a du sens, pour moi qui a du sens. Plus sérieusement, bon, à mon avis personnel, et sans importance, mais je pense que tous ceux qui ont réfléchi à la question, dont vous faites évidemment partie, et qui nous verront, pour tous ces gens-là, il est plus important, à mon sens, de savoir d'abord que j'en suis convaincu, et surtout pourquoi. Donc en fait, c'est simple. Moi, je suis confiant dans l'avenir. D'ailleurs, on l'a dit, la situation, depuis peu, évolue assez rapidement. Autorisation pour les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, de porter l'arme en dehors de leur service. Et peut-être pas pour un gendarme qui est militaire et qui donc l'est 24/24, mais un policier armé en dehors de son service, c'est quoi? C'est un civil armé. Donc c'est presque déjà un premier pas au niveau du concept. Depuis peu également, les sociétés de sécurité privée ont la possibilité de former des personnels
des gardiens privés qui seront armés. Les choses évoluent, les choses évoluent. Bien évidemment, le troisième stade que nous avons évoqué et auquel nous aspirons, à mon avis, sera le plus difficile. Mais je suis confiant, je suis confiant. Bon, de toute façon, c'est clair aussi, il ne s'agit pas d'armer tout le monde. Il s'agit d'armer certaines personnes, sélectionnées, de façon à former et à mettre en place un maillage territorial de gens armés et compétents. Et à quoi serviront ces gens? Ils serviront à aider à venir en supplément, si le besoin s'en fait sentir, des forces de police ou de gendarmerie. Hein, c'est pas tout le monde avec une arme dans la rue, c'est un certain nombre de personnes, selon des critères bien précis, choisis par l'État, et qui viendront s'ajouter aux forces de police. Ça me paraît extrêmement raisonnable. Donc, en plus des forces de l'ordre dont c'est le métier, il y aura un certain nombre de citoyens, peu importe leur origine, mais qui auront des qualifications communes et qui justifieront qu'ils auront le droit de porter une arme sur eux en toutes circonstances. Bah, quelque part, c'est ni plus ni moins que le concept de la National Guard aux États-Unis. Hein. C'est le pharmacien, le commerçant qui, bah, en cas d'événement majeur, bon, c'est vrai que c'est plus aux États-Unis dans le cadre d'événements critiques d'ordre naturel, mais bon, il revêt l'uniforme, il porte une arme et il vient aider l'armée régulière. Entre parenthèses, je signale aussi que le concept de garde nationale a existé en France jusqu'au Second Empire. On avait une garde nationale en France, et encore une fois, constituée exactement selon le même modèle. En plus, alors, il y a une autre réflexion qui m'est venue, qui est, j'allais dire, presque d'ordre, peut-être pas philosophique, mais moral. Moral, le mot est exact. Porter une arme, c'est pas un engagement minable. En aucun cas, et surtout dans les conditions qui seraient appliquées, il ne s'agit pas de porter une arme sur soi pour frimer, ou pour exercer un quelconque pouvoir, une petite autorité de petit chef. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'accepter de donner sa vie en cas de situation grave auquel on est confronté, en sortant son arme et en allant au combat. Excusez-moi, c'est un engagement quand même, hein. C'est une forme de don de soi. Et bien il se trouve qu'il y a des citoyens qui sont prêts à le faire. Moi, à mon sens, ce serait stupide de s'en priver. Bon, de toute façon, éluder le danger ne supprime pas le danger. Donc ça, pour les gens qui sont de détracteurs les plus virulents, voilà, c'est pas en disant, voilà, complexe, le syndrome de Byzance, c'est pas en disant que ça n'existe pas ou ça ne sert à rien qu'on évitera le problème. On l'a déjà vu en plusieurs occasions lors de l'entretien. De toute façon, sur le plan pratique, l'argument ne tient pas. On a des gens qui seront, pour l'immense majorité, mieux formés, qui auront une meilleure culture de l'arme, et qui sauront mieux s'en servir que les forces de l'ordre actuelles dont c'est la profession. Quant au risque de sécurité publique pour l'État, oui, mais l'État de gens, des citoyens qui auront des armes, machin, etc. Bon. Là, à nouveau, je risquerai une parabole, c'est ma culture historique qui me fait parler, et la comparaison engage que moi. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Winston Churchill, qui voyant revenir Neville Chamberlain, alors Premier ministre anglais, des accords de Munich, lui a dit la chose suivante: Monsieur, entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur, mais vous aurez quand même la guerre. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui pourrait se passer. À force de nier les choses et de concentrer presque exclusivement son activité sur les honnêtes gens, on passe à côté d'un petit problème qui pourrait devenir un gros problème. De toute façon, selon mon analyse, le port d'armes citoyen finira par s'imposer. À l'évidence. Pas parce que c'est un problème qui résout le terrorisme ou qui résout la criminalité, juste parce que c'est efficace et que ça contribue à remédier au problème dans des conditions réalistes et acceptables. C'est tout. Philippe Couvreur, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. On vous retrouve bientôt dans les kiosques. Bien sûr.